Ok, donc maintenant qu'on a vu comment éclairer notre objet, j'aimerais qu'on voit ensemble comment l'animer. Mais avant ça, il faut qu'on crée une scène, une histoire, pour savoir justement quelle animation on va faire. Quand tu animes, il est important de raconter quelque chose. C'est ce qui va faire que ton animation va être intéressante. Alors en soi, je pourrais faire une rotation à mon croissant, animer une caméra en mouvement, et ça pourrait donner quelque chose de très esthétique. Ce type d'animation fonctionne très bien, notamment pour des produits comme cet iPhone que j'ai modélisé et animé de sorte à faire une rotation, avec un mouvement d'éloignement de la caméra. Mais pour notre croissant, j'ai envie de raconter autre chose. Ce que je vais faire, c'est créer l'animation de mon croissant en train de cuire. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que je crée un décor, avec un four et une plaque sur lequel repose le croissant. Ok, donc la première chose à faire est de placer la caméra qui va permettre de faire le rendu final. Comme ça, j'aurai une idée précise de ce que je vais capter, et je vais pouvoir construire ma scène à partir de ça. Pour ajouter une caméra, c'est très simple. Il te suffit de faire Shift A et de choisir Caméra. Mais il y a une petite subtilité à connaître. Quand tu crées une caméra, elle se positionne par rapport à l'angle avec lequel tu regardes ta scène. Par exemple, si je bloque ma vue sur Z, que je crée donc une caméra, la caméra est alignée par rapport à l'axe Z. Si je la déplace et que je clique sur l'icône de caméra, je vois bien qu'elle enregistre en étant parfaitement alignée à ma vue lorsque j'ai ajouté ma caméra, donc l'axe Z. Si j'ajoutais une caméra en ayant cette vue, elle serait donc alignée par rapport à cette vue. Ok. Maintenant, imaginons que j'ai une caméra et que je veuille la déplacer. Déjà, le mieux quand tu fais ça, c'est de voir ce que tu fais. Donc, je te conseille de scinder en deux ta fenêtre pour avoir d'un côté ta vue caméra et d'un autre ton 3D viewport, dans lequel tu pourras déplacer ta caméra. Ok, du coup, notre caméra, on peut la déplacer en faisant G et lui faire une rotation en appuyant sur R ou deux fois sur R. Ces actions, on peut également les faire en étant en vue caméra. Donc ça veut dire que si je regarde à travers ma caméra et que je clique sur G, je la déplace. Et pareil pour la rotation. Mais il existe d'autres moyens de déplacer une caméra. Dans ta fenêtre N, au niveau de View, tu as une option qui s'appelle Camera to View. Si tu coches cette option, lorsque tu vas faire des déplacements dans ta vue caméra, tu vas déplacer ta caméra. Si tu cliques sur ton icône caméra pour sortir de cette vue, tu vas te déplacer normalement dans ton 3D viewport. Donc ça peut être une option intéressante si tu veux contrôler plus facilement ta vue caméra. Il existe un autre moyen de déplacer rapidement sa caméra. Imaginons que je positionne ma vue de la sorte, et que la vue que j'ai sur mon objet me plaise bien au point que je veuille en faire ma vue caméra. Eh ben je peux le faire en allant dans View, Align View et en choisissant Align Active Camera to View. Dans ce cas-là, ma caméra s'est automatiquement adaptée à ma vue 3D, ce qui est très pratique. Dans une scène 3D, tu peux ajouter autant de caméras que tu veux. Sauf que lorsque tu cliques sur l'icône caméra, tu auras toujours la vue de la première caméra, même si tu sélectionnes une autre caméra. Et si tu lances un rendu, tu visualiseras la vue de la première caméra. Ça, c'est dû au fait que par défaut dans Blender, la première caméra que tu crées est configurée comme étant la caméra à utiliser pour le rendu final. Donc, si tu voulais faire le rendu d'une autre caméra, il faut que tu la définisses comme caméra active. Pour ça, c'est simple. En ayant sélectionné la caméra que tu souhaites utiliser, tu vas dans View, tu choisis Caméra, Set Active Object as Camera. Et alors là, si je clique sur l'icône caméra, j'aurai la vue de ma nouvelle caméra. Et pareil pour mon render. Ce qu'on vient de faire là, tu peux aussi le faire en cliquant sur l'icône vert de nos caméras. Quand je clique sur l'icône, la caméra est automatiquement définie comme active. Et ma vue caméra se positionne par rapport à celle qui est sélectionnée. Donc c'est beaucoup plus rapide de le faire via cette méthode, mais bon, au moins tu connais les deux façons de le faire. Alors, il existe une technique pour faire un rendu simultané de plusieurs caméras, ce qui peut être assez pratique si tu dois faire des rendus multicaméras, mais dans la plupart des cas, on va pas en avoir besoin, donc je vais pas en parler. Ok, pour commencer, je vais changer ma fenêtre de Shader Editor pour me mettre en 3D Viewport. Ensuite, avant d'ajouter ma caméra, je vais tout d'abord m'assurer que le curseur 3D est bien placé au centre de mon monde. Si ce n'est pas le cas, il te suffit de rester appuyé sur Shift S, Cursor to World Origin. D'ailleurs, ton croissant est supposé être placé au centre aussi, mais si pour X ou Y raison ce n'est pas le cas, fais Shift S, Sélection to Cursor. Voilà.
Du coup, dans notre cas, j'ai envie de filmer mon croissant de face. Donc, avant d'ajouter ma caméra, je contrains ma vue sur -Y pour qu'elle soit alignée à l'axe Y. Et ensuite, je fais Shift A, caméra. Alors, ma caméra est trop grosse par rapport à mon croissant et c'est logique, vu que tous les objets créés par défaut sur Blender mesurent autour des 2 mètres. Donc, ma caméra, je la diminue en appuyant sur S, histoire qu'elle matche un peu plus la taille de mon croissant. Dans tous les cas, ça ne change rien à ce qu'elle capte, ça permet juste d'avoir quelque chose de plus adapté à ma scène. Ok, ensuite, je clique à gauche sur l'icône caméra pour voir ce que je fais. Et après, il me suffit de faire GY pour positionner la caméra comme je le souhaite. À peu près comme ça me paraît bien. Maintenant qu'on a notre base et qu'on sait comment on va filmer, on va pouvoir construire la scène. Je vais masquer ma caméra pour qu'elle ne soit pas visible dans ma scène. Par contre, quoi qu'il arrive, si je clique sur l'icône caméra, j'aurai toujours la bonne vue. Je n'ai plus besoin de mes 2 fenêtres, donc j'en garde qu'une. Pour commencer, on va créer une grille de four sur laquelle est posé notre croissant. Pour créer une grille de four, le meilleur moyen, comme toujours, est d'utiliser des références pour savoir ce qu'on veut faire. Du coup, qu'est-ce que je remarque? J'ai des barres en métal, de forme cylindrique, qui se répètent sur toute la longueur avec la même distance entre chaque. Et j'ai une barre devant et derrière. Une fois qu'on sait ça, on sait que pour créer notre grille, on va utiliser un objet de type mesh, un cylindre. Donc Shift A, cylindre. Alors ce cylindre est beaucoup trop grand, donc je le réduis en appuyant sur S. À peu près comme ceci. Au niveau de l'échelle, je vais même rentrer une valeur exacte, je vais mettre 0,001. Par contre, je vois plus mon cylindre, donc je masque mon croissant. Ensuite, ce cylindre, je lui fais faire une rotation de 90 degrés par rapport à X, donc RX 90. Et ensuite, j'allonge le cylindre sur Y en faisant SY. Alors là, pour le coup, c'est mieux si je vois mon croissant. Ça me permet d'avoir un repère pour ajuster la taille. Et une fois que j'ai une taille qui me paraît bien, je décale mon objet sur X en faisant GX. Alors très important, j'oublie pas de faire CTRL A, rotation et scale pour appliquer toutes les transformations que j'ai faites. Ensuite, ce cylindre, je lui fais un clic droit, Shade Smooth pour adoucir les ombrages. Ok, maintenant, ce cylindre, on veut qu'il se répète le long de l'axe X en ayant le même espace entre chaque. Pour pouvoir faire ça, il existe justement un modifieur tout à fait adapté dont je t'ai déjà parlé, le modifieur Array. En ayant mon objet sélectionné, je vais dans la rubrique des modifieurs et je choisis le modifieur Array. Si je modifie le facteur X, je crée un décalage pour la répétition de mon objet. Je vais mettre à peu près cette valeur, ça me paraît bien. Après, te focalise pas trop non plus sur les dimensions que je rentre, essaie d'adapter en fonction de ta scène et de tes propres objets. Ce qui marche en termes de dimensions pour moi n'est pas forcément ce qui va marcher pour toi. Ok, ensuite, il ne me reste plus qu'à augmenter le nombre de répétitions. Et voilà, comme ça on a quelque chose de plutôt cool. Maintenant, je vais dupliquer mes barres en faisant Shift D, que je décale n'importe où. Ensuite, à ces nouvelles barres, je supprime le modifieur, parce que je ne vais pas en avoir besoin. Je vais seulement créer une barre devant et derrière. Cette barre, je la replace au centre. Pour ça, vu que j'ai créé mes barres au centre, par rapport au curseur de mon World, il me suffit de faire Shift S, sélection tout curseur. Maintenant, je fais RZ 90 pour faire une rotation de 90 degrés. Et puis GY pour la placer devant, à peu près ici, de sorte à ce que la géométrie rentre dedans. Et une fois que j'ai ça, je fais S pour agrandir la barre. J'agrandis volontairement sans contraindre d'axe pour avoir une barre qui est plus grosse que les autres. Je trouve ça plus joli visuellement. Et j'oublie pas, bien évidemment, d'appliquer mes transformations de rotation et d'échelle. Ensuite, je duplique à nouveau et je déplace en contraignant sur Y pour en positionner une derrière. Alors, n'oublie pas, quand tu déplaces un objet pour avoir un meilleur contrôle de ce que tu fais, reste appuyé sur Shift. Voilà. Donc là, c'est parfait, on a notre grille pour le four. Ce qu'on va faire, c'est que ces trois objets, on va les réunir dans une collection pour organiser notre outliner. Pour créer une collection, tu peux soit faire un clic droit New Collection, ou alors, en ayant tes trois objets de sélectionner, tu appuies sur M et tu fais Nouvelle collection, que tu peux renommer comme tu le souhaites. Et voilà, comme ça ils sont automatiquement insérés dedans.
Maintenant, notre croissant, on va le positionner sur la plaque pour donner l'impression qu'il est posé dessus. Donc pour ça, rien de plus simple, je fais G, Z et j'ajuste visuellement. N'hésite pas à faire une rotation en contraignant sur X pour ajuster si tu as besoin. Ok, du coup maintenant notre caméra est trop basse, donc on va légèrement la monter sur Z. Par contre, comme on l'a masquée, même si je la sélectionne dans l'outliner, je ne pourrai pas la déplacer en faisant GZ. Donc soit je l'affiche pour la déplacer, soit je la déplace dans la fenêtre N. À peu près comme ceci. Par contre, tu vois, en regardant comme ça, je me dis que mon croissant n'est pas assez gros. Je vais l'agrandir un peu en faisant S. Après ça dépend vraiment de ta scène. Il faut que tu ajustes pour voir ce qui te semble cohérent pour toi. Ah, et bien sûr, si je modifie sa taille, j'applique les transformations. Et j'ajuste à nouveau de sorte qu'il soit correctement posé sur la plaque. Ok, là ça commence à être pas mal du tout. Maintenant, je vais créer l'intérieur du four. J'ai pas besoin de créer l'extérieur, étant donné que la caméra filme à l'intérieur, ça sert à rien de s'embêter à le faire. Pour ça, je vais créer un cube que je vais bien évidemment réduire. Alors là, pour le coup, n'hésite pas à appuyer sur Alt Z pour voir à travers ton objet. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour visualiser ce que tu fais. Ce cube, je le réduis de sorte à correspondre plus ou moins aux dimensions de ma grille, à peu près comme ça. Ensuite, je vais réduire en contraignant sur Z pour lui donner une forme rectangulaire. Une fois que j'ai ça, bien évidemment, j'oublie pas d'appliquer mes transformations d'échelle. Parfait. Et ensuite, je monte légèrement le cube, à peu près comme ceci, de sorte à ce que le croissant soit plus ou moins au milieu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est me mettre en mode Edit en appuyant sur Tab. Je me mets en mode de sélection de face en appuyant sur 3 et je sélectionne cette face. Ensuite, je la supprime en appuyant sur X, face. Parfait. Si j'appuie à nouveau sur Alt Z pour masquer le mode de transparence, je vois bien à l'intérieur de mon cube. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est modifier la géométrie à l'intérieur, pour lui donner l'aspect d'un four. Le meilleur moyen de faire ça, c'est encore une fois de regarder des références. Si on regarde ces images, on remarque qu'à l'intérieur de ces mini-fours, on a des détails en relief. Ces reliefs sont assez esthétiques et assez représentatifs de l'intérieur d'un four. Du coup, on va les reproduire. Pour commencer, on va masquer les éléments dont on n'a pas besoin. Donc mon croissant et ma plaque de cuisson. Pour la plaque, je peux directement masquer la collection, ça masque l'ensemble des objets qui sont compris dedans. Ok, on est prêt pour modéliser, mais avant d'attaquer la modélisation, il faut que je te parle d'un outil dont je ne t'ai pas encore parlé. On a vu que pour éditer un objet, on se met en mode Edit, et on agit à l'aide de plusieurs outils sur les polygones de nos objets. Ok, j'aimerais te parler d'un outil très utile, l'outil Bevel. Il est accessible via cette icône ou via le raccourci CTRL-B. Concrètement, cet outil nous permet de séparer une arête en deux. Sauf que si on scrolle la molette de notre souris, on a juste le nombre d'arêtes souhaitées. Et le fait d'augmenter le nombre permet de donner une forme arrondie. Ici, tu as une fenêtre de transformation dans laquelle tu peux ajuster avec précision ton bevel. Tu peux choisir de le faire sur tes sommets et non pas sur tes arêtes. Et d'ailleurs, si ça crée une forme arrondie, c'est uniquement dû au fait qu'on est par défaut sur le mode super ellipse. Mais tu peux venir customiser la forme ou choisir un preset déjà établi. Ok, lorsqu'on crée une boucle d'arêtes, en faisant CTRL R, on peut venir la séparer en deux ou en plusieurs arêtes grâce à l'outil Bevel. Et c'est justement ces deux outils qui vont nous permettre de créer nos reliefs. Revenons au croissant. Je me mets donc en mode Edit en appuyant sur Tab. Ensuite, je fais CTRL R en plaçant mon curseur de sorte à avoir un trait horizontal, puis je scrolle la molette de ma souris pour obtenir 4 traits. Puis je double-clique pour les placer au milieu. Maintenant, je fais un CTRL R, mais de manière verticale cette fois-ci, et sans scroller, que je place au centre. Et ensuite, je fais un CTRL B pour venir séparer cette boucle en deux pour la placer au niveau des extrémités. Je recrée à nouveau une boucle d'arête au centre, que je sépare en deux grâce au bevel, mais cette fois-ci, je le garde rapproché. Ok, une fois que j'ai fait ça, je refais exactement la même chose, mais pour les côtés. Donc, CTRL R, puis CTRL B, que je viens placer aux extrémités, puis à nouveau CTRL R et CTRL B. Parfait.
Maintenant, je veux extruder ces faces pour les faire sortir de leur géométrie et créer la forme voulue. Sauf que si je les extrude telles quelles, elles vont être liées côte à côte. Or moi, je veux créer un espace entre pour justement pouvoir y glisser des plaques de cuisson. Donc en étant en mode de sélection d'arête, en restant appuyé sur Alt et Shift en même temps, je viens sélectionner toutes les arêtes horizontales que j'ai créées. Et je fais CTRL B pour les séparer en deux. Parfait. Ensuite, en mode de sélection de face, je viens sélectionner toutes ces faces. Donc pour en sélectionner plusieurs, tu restes appuyé sur Shift, et ensuite j'extrude en appuyant sur E. Et normalement, l'extrusion se fait correctement en suivant la bonne orientation. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours contraindre l'extrusion sur Y. Et je fais pareil avec ces faces, et la même chose avec ces faces aussi. Parfait. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même quelque chose de très dur. J'ai des détails pas adoucis. Si je viens en mode objet, faire clic droit, shade smooth, je vais avoir quelque chose de bizarre. Un peu pareil que ce qu'on avait avec notre croissant. Or, si tu te souviens bien, sur le croissant, on avait créé des boucles d'arêtes pour venir tenir la géométrie. Et bien là, on va faire pareil. Donc, en mode edit, je fais CTRL R et je viens positionner les boucles d'arêtes sur les extrémités pour créer un meilleur ombrage. Je le fais verticalement, mais aussi horizontalement et à l'intérieur de chaque rectangle extrudé. Bien sûr, j'oublie pas de le faire verticalement sur les côtés pour obtenir le même résultat partout. Et maintenant, si je passe en mode objet, c'est beaucoup mieux. Et ce que je peux faire pour améliorer encore plus le rendu, c'est ajouter un subdivision de surface. Donc, dans la rubrique des modifieurs, je choisis le subdivision de surface que je peux augmenter à 2. Et alors là, c'est parfait. Maintenant, si je viens faire réapparaître mon croissant et ma plaque, j'ai un petit souci. La plaque, elle est supposée se positionner dans les creux, entre les reliefs. Donc pour régler ça, je pourrais descendre mon cube, mais je trouve que ça fonctionne pas super bien au niveau du rendu. Dans ce cas-là, je préfère descendre les reliefs que j'ai créés. Pour ça, je me mets en mode Edit et je me mets en mode de sélection de sommet. Ensuite, je bloque ma vue sur "-Y", j'affiche le mode transparence en appuyant sur Alt Z et je sélectionne tous les sommets. Puis il me suffit de faire GZ, positionner le creux au niveau de la plaque. Et là, si je reviens en mode objet, c'est parfait. Alors, avant que j'oublie, ce cube, je vais le renommer four et je vais créer une nouvelle collection que je vais nommer four, dans lequel je glisse ma plaque de cuisson et mon four. Comme ça, je peux garder mon outliner organisé. Ok, maintenant, pour que notre four soit complet, il ne manque plus qu'un seul élément, une vitre, pour donner l'impression qu'on regarde à travers la vitre. Donc pour créer ça, j'ajoute un plane que je renomme vitre. Je le réduis bien évidemment en faisant S, et ensuite je fais une rotation par rapport à l'axe X, donc RX 90. Ensuite, je le place devant mon four, et je viens l'ajuster pour qu'il matche plus ou moins. Là, on n'a pas besoin de s'embêter avec les détails, le tout c'est de créer l'illusion d'un four. Ah, et bien évidemment, j'applique mes transformations de rotation et d'échelle. Alors c'est bien, par contre, une vitre est supposée avoir de l'épaisseur. Pour pouvoir créer ça, je peux soit extruder en mode Edit ma face, ou alors il existe un modifieur très pratique, le modifieur Solidify, qui permet tout simplement de créer de l'épaisseur à un objet en extrudant. Avec une valeur assez basse, j'obtiens exactement ce que je veux. Parfait. On a donc créé notre scène. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on texture ces nouveaux objets créés. On va commencer par le four, donc je masque tous les autres éléments et je scinde en deux ma fenêtre pour charger le shader editor.
Je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je me mets en mode de rendu pour pouvoir visualiser ce que je fais. Pour la texture de ces matériaux, on va vraiment pas faire quelque chose de compliqué, juste des matériaux basiques. Donc déjà, ce nouveau matériau, je le renomme, et ensuite je le sauvegarde en cliquant sur cette icône. Ok, étant donné qu'on veut créer la texture d'un objet métallique, la première chose à faire est de mettre la valeur de métallique à 1. Alors, je m'arrête dessus 3 secondes. Cette valeur de métal est faite pour représenter de manière photoréaliste la texture d'un métal. Ce qui signifie qu'à partir du moment où tu mets ta valeur métallique à 1, il y a certains paramètres sur ton Principal BSDF que tu ne pourras plus utiliser. Par exemple, la valeur de transmission nous permet de créer des objets qui laissent traverser la lumière, typiquement comme on peut le faire avec une vitre. Sauf que si j'ai ma valeur de métallique à 1, je ne pourrai pas utiliser la valeur de transmission, ce qui est normal d'un point de vue photoréalisme. Tu ne peux pas combiner les deux propriétés. Donc lorsque tu crées un métal, tu mets toujours la valeur à 1, sauf si tu veux créer quelque chose qui ne répond pas aux lois de la physique. Ok, ensuite, ce métal, on va lui modifier la couleur. Là, on a du blanc avec une valeur de 0,8. Or, on est censé avoir quelque chose de plus gris, donc une valeur de 0,5 est plus adaptée. Ensuite, il y a un autre paramètre à prendre en compte quand on crée un métal, c'est le paramètre roughness. Les objets métalliques sont des objets très réfléchissants, et ce qui définit si un objet métallique va être plus ou moins réfléchissant, c'est sa rugosité, c'est-à-dire si sa surface est plutôt lisse ou si elle possède plein d'aspérités. Cette propriété, on a vu qu'on l'a définie via le paramètre de roughness. Donc, si je diminue la valeur de roughness, je vais avoir un objet très réfléchissant, et au contraire, si j'augmente, je vais avoir un objet qui semble pas réfléchissant. Dans notre cas, une valeur de 0,2 semble plutôt cohérent. Sauf qu'avoir une valeur fixe, en vrai, c'est pas très réaliste. Normalement, on devrait avoir des variations de la rugosité à cause des dépôts de saleté, ce qui a engendré une variation des réflexions. Donc pour faire ça, on va utiliser la même technique qu'on a utilisée pour notre croissant. C'est-à-dire qu'on va utiliser une image ayant des variations de noir et blanc qu'on va connecter aux paramètres de roughness. Pour ça, on a vu qu'il existe des nodes tout à fait adaptées sur Blender, telles que le noise texture. Ce noise, pour qu'il se positionne correctement à notre objet, on a vu qu'il faut ajouter un texture coordinate, qu'on positionne sur Object. Ensuite, je peux jouer sur le scale pour obtenir l'effet que je souhaite. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près une variation de noir et blanc comme ça. Ok, maintenant, il faut que je branche ce noise au paramètre de roughness. Sauf que si je fais ça, j'ai pas un super résultat. Tout simplement parce que le noise transmet des valeurs comprises plus ou moins entre 0 et 1. Or, nous, on a vu que la valeur de roughness qui est adaptée pour notre objet est de 0,2. Donc il faut qu'on garde nos valeurs de roughness autour de cette valeur. Pour pouvoir contrôler ça, on a déjà vu comment faire, en utilisant un color ramp. La valeur de noir, je la remplace par une valeur de 0,2, et la valeur de blanc, je la remplace par une valeur de 0,25. Et je peux créer un peu plus de contraste en décalant les valeurs. Il me reste plus qu'à brancher le tout à la valeur de roughness, et voilà. Là c'est parfait, ça fonctionne beaucoup mieux. Pour accentuer le tout, je peux même créer un bump node que je connecte à la normale du principal. Et j'utilise le color ramp à nouveau pour contrôler la valeur de height. Là, j'ai quelque chose de beaucoup trop fort parce qu'il faut que je diminue la valeur de distance. Une valeur de 0,001 est parfait. Et voilà, on a un matériau de métal qui fonctionne très bien. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin en créant des rayures et d'autres saletés bien visibles. Mais bon, pour l'utilité qu'on en a, c'est déjà très bien comme ça. Ce matériau de métal, on peut l'utiliser pour nos plaques de cuisson, étant donné qu'elles sont supposées avoir un matériau similaire. Donc pour ça, je sélectionne mon premier objet, je vais dans la rubrique des matériaux et je sélectionne mon matériau métal. Le seul problème, c'est que la valeur de scale du noise texture peut ne pas correspondre à la grille. Donc pour ça, je clique sur cette icône, ça me permet de dupliquer mon matériau. Donc maintenant, ce matériau est celui qui est appliqué à ma grille et non pas à mon four. Du coup, si j'augmente la valeur de scale, je ne risque pas de modifier la valeur pour mon four. Pour le reste, je laisse les mêmes paramètres de matériau. Et j'oublie pas de sauvegarder le matériau.
Ensuite, je viens sélectionner les autres cylindres et je leur mets le même matériau, metal.0,001, car normalement, les valeurs de noise devraient correspondre. Et voilà, on a nos matériaux métalliques. Maintenant, créons la vitre. Donc, je masque les objets dont je n'ai pas besoin et je sélectionne que ma vitre. Dans la rubrique des matériaux, je clique sur New pour créer un nouveau. Ce matériau, je le renomme vitre et je le sauvegarde. Pour créer une vitre, c'est très simple. Sur le Principal BSDF, tu as un paramètre qui s'appelle transmission. Il te suffit de mettre la valeur de weight à 1. Et là, tu as une vitre. Alors si j'affiche mon croissant, je ne le vois pas à travers ma vitre. C'est normal parce que la valeur de roughness par défaut est à 0,5. Or, je t'ai expliqué que ce paramètre crée des aspérités. Donc pour pouvoir voir à travers, il faut que tu diminues ta valeur. Et voilà, tu as créé ta vitre. Alors là, on voit notre map HDRI réfléchir sur notre vitre, c'est normal. Si j'affiche mon four, je ne vais quasiment plus voir ma map. Donc pas de souci, ça fonctionne très bien. De la même manière que pour nos matériaux métalliques, notre vitre n'est pas supposée être parfaitement clean, mais au contraire d'avoir des saletés. Donc on va faire la même chose. On va utiliser un noise texture et un texture coordinate qu'on connecte avec les coordonnées d'objet. La valeur de scale du noise, je l'augmente pour avoir suffisamment de saleté. Et ensuite, toujours pareil, on va utiliser ce noise pour contrôler le paramètre de roughness. Sauf que, encore une fois, on veut avoir un contrôle de nos valeurs. Il faut donc qu'on ajoute un colorant. Et alors là, je vais garder la valeur de 0 parce que je veux quelque chose qui ait très peu de rugosité. Et à la place du blanc, je vais mettre une valeur de 0,05. Et ensuite, je crée un peu de contraste en déplaçant mes valeurs. Parfait. Et ensuite, je branche le tout au paramètre de roughness du principal. Et voilà, on a un matériau de vitre. Alors, attention, là notre matériau fonctionne parfaitement parce qu'on est sur Cycles. Si j'utilise Eevee, le matériau ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut paramétrer quelques réglages. Si tu veux utiliser Eevee, je t'invite à regarder des tutoriels. En soi, le matériau ne change pas, c'est juste des paramètres à régler. Ok, donc la dernière chose qui nous reste à faire pour terminer notre four est d'ajouter une lumière dedans, qui nous donne l'illusion de cuisson. Pour ça, je vais faire simple, je ne vais pas modéliser une lumière, je vais juste créer une lampe que je vais insérer à l'intérieur. Notre lumière en point, on ne va plus en avoir besoin, donc je la sélectionne et j'appuie sur X pour la supprimer. Je repasse sur le 3D Viewport pour créer ma lampe. Je me mets en mode de vue solide et j'appuie sur Alt Z pour voir à travers. Ensuite, Shift A Light et cette fois-ci, je choisis Area. Cette lampe, je veux qu'elle rentre dans mon four, donc il faut que je la réduise. Je fais en sorte qu'elle matche avec la taille de mon four. Et ensuite, je viens ajuster la position de ma lampe, histoire qu'elle soit bien au-dessus. Parfait. Cette lampe, je modifie sa couleur pour créer une sensation de chaleur. Donc quelque chose d'un peu orangé rouge, bien saturé. Et la puissance, je la baisse. Parfait. Là, on commence à avoir quelque chose de pas mal du tout. On a créé notre scène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter des animations pour donner vie à tout ça. Et puis faire le rendu de nos images. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble que lorsqu'on veut créer une animation, l'idéal c'est de créer une histoire. Et pour ça, il nous a fallu ajouter quelques éléments de décor. On a vu que si on veut utiliser une caméra, lorsqu'on en a plusieurs, il faut la définir comme étant la caméra active. Et pour ça, il faut soit se rendre dans la fenêtre de View, soit cliquer sur l'icône vert de la caméra. Et on a également vu à nouveau comment créer des variations de réflexion sur nos objets pour leur donner un aspect plus réaliste en utilisant un noise texture et en contrôlant le paramètre de roughness.